BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. La rivalité entre la Chine et les États-Unis ne serait-elle pas en train de s'étendre au Bitcoin? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et puis pour beaucoup d'institutionnels, les cryptos c'est non, mais la tokenisation d'actifs c'est oui. L'arrivée du fonds tokenisé de BlackRock ne serait-elle pas finalement le meilleur ambassadeur du Web3 pour les institutionnels? Enfin, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, lance un avertissement à l'encontre de la plateforme BitGet. Qu'en est-il pour vous si vous êtes utilisateur? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptost, et Cyril Sabag, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. D'abord, on fait un point technique sur la situation puisque nous sommes à 10 jours du halving et nous sommes en ligne avec Vincent Gane, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, la volatilité est présente. Hier, on était dans le vert. Aujourd'hui, on est dans le rouge, moins 2%. On est autour des 70 800 $ sur le Bitcoin. Est-ce qu'une tendance se profile ? Oui, alors le Bitcoin est remonté au contact de son record historique. Maintenant, tout le monde se pose la question de savoir est-ce que c'est un piège technique, est-ce que c'est un bull trap, va-t-on repasser un peu au sud avant de breaker pour de bon une fois ce niveau des 70 000 $. Alors, avant de vous répondre un peu de contexte technique, Bitcoin est quand même en hausse de 60% depuis le début de l'année. Vous savez, il y a eu cette phase verticale entre mi-janvier et mi-mars. Depuis la mi-mars, il est rentré dans une phase de pause. Alors moi, en tant qu'analyse graphique, j'appelle ça une phase de transition latérale. Autour de son ancien record historique, je le resitue, c'est 69 000 $. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Alors, ceux qui font de la statistique crypto, alors c'est un grand mot, statistique crypto, on n'a pas non plus un siècle d'historique de cours, mais on a quand même 15 années. Ceux qui font de la statistique crypto savent que ça n'a rien d'inhabituel, puisque à chaque fois que Bitcoin se représente après une phase de hausse verticale au contact de son record historique, eh bien, il rentre dans une phase de volatilité. Alors, ça peut être une phase plate, ça peut être une phase de correction. Mais au fond, ce que fait Bitcoin depuis le 14 mars, ça n'a rien d'inhabituel. Alors, vous l'avez précisé en introduction. Maintenant, si on se réfère au cycle monétaire de Bitcoin, un monétaire avec des guillemets à gauche et à droite, nous sommes à 11 jours du quatrième halving de l'histoire de Bitcoin. Et là aussi, en fait, c'est une période qui est historiquement assez flat, volatile, qui peut même être corrective. Donc au fond, ce que fait Bitcoin depuis 3 semaines, bientôt un mois, ça n'a rien d'inhabituel. Alors pour vous répondre maintenant, parce qu'il y avait quand même une question sur mes hypothèses techniques, moi j'en ai deux. La première, qui est la plus bullish et qui est sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que le cours du Bitcoin en dollars préserve le support des 69 000 $. Au fond, c'est son ancien record historique. S'il y parvient, alors c'est ce qu'il essaie de faire d'ailleurs depuis hier, depuis même le début de la séance, on peut envisager qu'il rejoigne les 74 000 et les 77 000 qui sont des résistances théoriques, puisque là nous serons dans un no man's land technique, puisque nous serons en price discovery. Par contre, deuxième hypothèse, bien qu'au final pourra satisfaire les retardataires, le marché recasse 69, revient travailler, revient chercher la liquidité au sud. Moi, j'estime que 60-62 000 $ serait la zone d'entrée parfaite pour ceux qui ne sont pas rentrés, mais pas sûr que le marché donne cette opportunité. Et je pense que la réponse technique, nous l'aurons dès demain avec l'inflation aux États-Unis. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Gane, analyste technique indépendant. Effectivement, 2 statistiques importantes au niveau macroéconomique attendues demain et après-demain. Ce sont des chiffres d'inflation aux États-Unis qui pourraient avoir un impact sur le cours du Bitcoin à court terme. Bonne journée, Vincent. Messieurs, je propose qu'on fasse un petit point sur les 3 mois de l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Rapidement, Cyril Sabag, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel bilan on peut en tirer aujourd'hui, 3 mois après leur lancement? Alors c'est un bilan extrêmement positif. On a en moyenne 200 millions de dollars de net inflow par jour. C'est colossal. Ça représente sur 3 mois environ 12 milliards d'inflow net. Si on regarde la différence entre les inflows nets, les inflows positifs et les sorties, on a eu 27 milliards d'inflows positifs et 15 milliards de sorties. Les 15 milliards sont le fameux ETF de Grayscale, qui, on le sait, est plus cher, et des gens avaient joué sur le fait qu'il y avait un discount et sont sortis. Donc, c'est énorme. Et d'ailleurs, l'explication de la hausse du Bitcoin sur les 3 derniers mois est largement liée à cette performance, en tout cas à ces souscriptions énormes sur l'ETF. Pour donner aussi un autre chiffre assez intéressant,
200 millions, c'est environ 3000 bitcoins. Et aujourd'hui, il se crée par jour 900 bitcoins et bientôt 450. Donc on voit que si le rythme continue, on risque d'avoir encore une pression acheteuse relativement forte sur le bitcoin. Aujourd'hui, il y a environ 4% des bitcoins en circulation qui sont dans ces ETF Bitcoin Spot, ces 11 ETF Bitcoin Spot. Lilian et les gars, on avait un ETF, un de ces 11 qui avait des flux négatifs depuis le départ. Il est possible que ce soit en train de se calmer. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette situation-là, notamment le GBTC de Grayscale, Exactement. Qui a priori aurait fini de se vider, entre guillemets? C'est ça, donc juste pour mettre un petit peu le contexte pour ceux qui nous écoutent, avant d'être un ETF Bitcoin Spot, c'était ce qu'on appelle un trust, donc un produit financier qui était autorisé aux États-Unis et qui était émis par Grayscale, qui détenait à peu près 28 milliards de dollars d'actifs sous gestion par le biais de ce produit financier. Et comme l'a expliqué Cyril, en effet, lorsque l'ETF a été approuvé, on a eu beaucoup de ventes de la part des institutionnels, soit parce qu'ils voulaient se tourner vers un ETF qui était moins cher, soit parce qu'ils avaient fait ce pari de dire qu'un jour ou l'autre, avec l'approbation des ETF, le discount sur ce GBTC allait se combler, et donc ils allaient faire en fait une plus-value, entre gros guillemets, gratuite. Donc on a eu énormément de sorties sur ce GBTC, et il y avait un autre élément important, c'est que Genesis, qui est donc une société qui appartient au groupe Digital Currency Group, qui est la société mère également de Grayscale, détenait énormément de parts de ce GBTC, et pour rembourser, puisqu'elle est en faillite, il faut le préciser, pour rembourser tous les créanciers, il fallait qu'elle vende ses GBTC. Donc là, ça y est, c'est terminé. Il y a 3 milliards de dollars de GBTC qui ont été vendus par Genesis. Donc ça aussi, ça vient peser dans la balance. On parle de 12 milliards de dollars d'entrées positives. On compte quand même aussi dans la balance ces 3 milliards de dollars qui sont sortis. Alors, ils ne sont pas encore vendus, d'accord ? Ils ont été convertis de GBTC vers BTC. Donc ils sont encore quelque part prêts à potentiellement être vendus et donc impacter le marché, ça c'est un fait. Néanmoins, ça y est, on va pouvoir sortir du bilan cet impact négatif qu'avait Genesis sur les ETF justement. Dans quelques instants, on verra qu'il n'y a pas que les ETF qui potentiellement pourraient encourager les institutionnels à venir dans ce marché. Mais Cyril, on est quand même obligé de parler un peu des spéculations qu'il peut y avoir autour d'un potentiel prochain ETF crypto spot. Bon, tous les regards se tournent vers Ethereum. Où est-ce qu'on en est rapidement sur ce dossier ? Voilà, il y avait un souci. Le premier souci, c'était un souci de qualification juridique. Est-ce une commodities ? Est-ce une securities ? Vous n'y croyez pas vraiment au fait que ça pourrait être, que Ethereum pourrait être catalogué comme une securities ? Pourquoi ? Effectivement, le deuxième sur la liste vers lequel tous les regards se tournent, c'est Ether, pour pas mal de raisons. C'est la deuxième capitalisation derrière Bitcoin. On a aujourd'hui de nombreux candidats qui postulent à un ETF spot, dont le fameux BlackRock, qui, on le sait, a un hit ratio assez exceptionnel. Il n'a eu qu'un refus sur ses 576 demandes. Donc ça, c'est encore un facteur qui joue positivement pour l'Ether. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un sujet de qualification. Security, donc titre financier, ou commodity, matière première. Ce qui milite pour la commodity et ce qui simplifierait les choses, comme Bitcoin est considéré comme une commodity et c'est ce qui a permis de créer l'ETF, c'est le fait qu'il existe déjà des ETF sur des futurs ETH. Et les ETH, et il existe des futurs ETH qui sont listés sur la bourse CME, qui est une bourse régulée. Or aujourd'hui, pour qu'un futur puisse exister sur un élément, ça ne peut pas être une security. Donc je dirais qu'il y a presque un raisonnement par l'absurde en disant qu'à partir du moment où il y a des futurs sur ETH, c'est nécessairement que c'est une commodity. Et du coup, ça impliquerait que le prochain ETF soit un ETF sur ETH. Mais la SEC n'a pas dit son dernier mot. La SEC, depuis le passage de Proof of Work à Proof of Stake, a tendance à dire que on doit considérer l'ETH comme une security. Et en particulier, il y a des sujets avec Coinbase, avec Binance, sur le fait que, pour l'instant, on considère qu'ils proposent des securities, qui sont des exchanges sur des securities, parce que l'ETH pour la SEC est considéré comme une security. Bon, de toute façon, on suivra tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Larry Fink, le patron de BlackRock, a dit que lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit de la qualification juridique, il pense que il pourrait y avoir un ETF Ethereum Spot qui pourrait voir le jour. Donc c'est intéressant à voir. Toujours en parlant de BlackRock, Lilian,
BlackRock, il y a quelques jours, a lancé son premier fonds tokenisé qui s'appelle Build. Enfin, ça dépend comment on le prononce. Voilà. Bidl. Comment Bidl. Ok, Voilà, c'est en référence au fameux HODL sur Bitcoin. Voilà. On inverse le D et le L. Voilà. Imprononçable, mais il y a une signification derrière. Pour le coup, je l'ai pas en tête, mais ça veut vraiment dire quelque chose. D'accord. Bon, on va regarder tout ça. Voilà, si vous connaissez cette signification, vous pouvez évidemment nous écrire. On vous lira, on en parlera dans l'émission. Toujours en parlant de BlackRock, justement, le lancement de ce fonds est intéressant, Lilian, parce que beaucoup d'acteurs institutionnels disent non à la crypto, mais par contre sont très intéressés par la tokenisation d'actifs réels. Bon, comme BlackRock s'y met, je le rappelle, premier gestionnaire d'actifs au monde. Quelque part, est-ce que ce ne serait pas ça le meilleur ambassadeur du Web3, même encore plus fort que les ETF Bitcoin Spot acceptés il y a 3 mois? Eh ben, assez étonnamment, j'ai envie de dire oui. Il faut voir vraiment les choses comme pour moi, deux écosystèmes différents. On a Bitcoin d'un côté, qui est un produit d'investissement. Voilà, on a une thèse d'investissement sur Bitcoin. Et en effet, les institutionnels sont intéressés pour se positionner dessus. Ça, c'est un fait. Pour Ethereum, c'est un peu autre chose. C'est plus l'aspect technologique. Et en discutant avec des institutionnels, certains qui bossent dans la finance traditionnelle et qui, pour eux, voilà, les crypto-monnaies, c'est quelque chose de très volatile, ça repose sur rien, c'est pas intéressant. Lorsque je leur ai présenté justement ce que veut faire BlackRock, cet aspect de tokenisation d'actifs réels sur la blockchain, ils se sont dit, pour le coup, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'aspect de crypto-monnaie, il n'y a pas d'aspect de spéculation, c'est simplement utiliser un support technologique pour améliorer la manière avec laquelle on s'échange. On n'en revient pas au fait financiers. que la blockchain c'est oui, les cryptos c'est non. C'est à peu près ça. Et alors, c'est pour ça que certains disent que la tokenisation, c'est simplement un nouveau nom qu'on donne. Il y a eu la tendance des NFT, il y a eu la blockchain à une époque. C'est une nouvelle manière de faire du branding autour de ça. Là, la différence, c'est que ça a évolué. Sur Ethereum, on a des nouveaux standards qui ont été définis pour ce type de token. Le standard ERC 3643, si je ne dis pas de bêtises, donc, qui encadre vraiment tout ce qu'on peut faire avec ces tokens d'actifs du monde réel. Et on a BlackRock qui, par le biais de Larry Fink, disait... la prochaine étape pour nous, c'est de tout tokeniser, les titres financiers, les actions, voilà, tout tokeniser sur la blockchain. En gros, pour faire simple, finalement, c'est ce monde de la finance traditionnelle pourrait désormais reposer sur la blockchain. Ce serait une nouvelle brique à ce qu'on appelle l'intermédiation financière, et ça intéresse les institutionnels. Cyril Sabag, est-ce que ce serait pas ça finalement, la tokenisation d'actifs réels, le réel cheval de Troie du Web3 vers les institutionnels de la finance? C'est pas du tout impossible, je suis assez d'accord avec Lilian. Il faut savoir plusieurs choses, c'est que la tokenisation permet certaines choses que la finance traditionnelle, en tout cas accélère certains process de la finance traditionnelle. Je m'explique. On a en particulier la liquidité. Sur des actifs qui peuvent paraître illiquides, on pense à l'immobilier, au private equity, la tokenisation peut régler ce problème. On a un autre sujet, le sujet des coûts. En général, on a des coûts administratifs qui sont importants dans la finance traditionnelle, et là, on a une réduction des coûts. On a l'accessibilité aussi. Le fait de pouvoir diviser en très petites parts réduit le minimum d'investissement. On a également la transparence et enfin l'automatisation avec les smart contracts. Donc, en fait, on coche beaucoup de cases et la lisibilité pour l'investisseur est peut-être aussi plus simple. Bon, c'est intéressant et notamment aussi un autre avantage entre guillemets, c'est la cotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui n'est pas possible pour les actifs où il y a un intermédiaire. Et là, il n'y en aurait pas. Lilian, je rajouterais juste un petit élément. BlackRock a fait un choix qui est quand même très fort de lancer ce fonds tokenisé, donc 100 millions de dollars de bons du Trésor américain, sur la blockchain Ethereum. On ne parle pas d'une blockchain privée, c'est bien une blockchain publique. Et ce choix de se reposer sur la première blockchain à smart contract de l'écosystème des cryptos, et donc aussi d'aller utiliser des protocoles qui sont développés par des pure players de l'industrie crypto, je trouve que c'est un choix fort qui va donc guider en fait la finance traditionnelle vers l'utilisation de cet écosystème qui se construit depuis des années et non pas vers une blockchain qui serait développée par un acteur privé, une banque ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est un choix très fort de leur part. C'est peut-être aussi pour ça que Larry Fink est aussi croyant en la possibilité d'avoir un ETF Ethereum Spot. Cyril Sabag, on voit aussi que y a pas mal de tokens qui sont créés et qui émergent de cette narrative ce qu'on appelle des RWA, des Real World Assets, donc la tokenisation d'actifs réels. On voit que la alt season, c'est-à-dire la saison des altcoins qui se réveille, n'a pas vraiment eu lieu, mais par contre, on a déjà pas mal de belles performances dans certaines narratives porteuses, et celle de la tokenisation d'actifs réels en fait partie. Est-ce que vous avez un exemple de quelques tokens qui
qui sont intéressants à ce niveau-là? Je dirais que la partie, ce qu'on appelle RWA, on l'a vu alors avec BlackRock, on l'a vu, il y a même des tokenisations d'ETF avec Ondo, voilà, Ondo Finance qui propose ce genre de choses. Ce qu'on voit aussi comme narrative très intéressante, c'est des stablecoins qui se reposent sur des real world assets. C'est un peu la thématique du moment. Si on pousse un petit peu le raisonnement par rapport à BlackRock, c'est un petit peu l'idée de dire, bah voilà, il y a des stablecoins, mais on a envie de les rémunérer, et pour aller les rémunérer, on va chercher des actifs traditionnels. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. On va chercher des T-bills ou ce qu'on appelle des repurchase agreements et qui permettent sur la partie stablecoin de s'appuyer sur des RWA. Et ce qui est aussi un autre contexte du coup qui est mis en lumière, c'est le contexte des stablecoins qui, lié au RWA, sort également du bois sur ce sujet. Et un autre point, c'est la réglementation. Et on voit une vraie différence entre la réglementation européenne et la réglementation américaine sur les stablecoins. Quelle différence là pour l'instant? Alors on a une clarté réglementaire beaucoup plus forte en Europe. Donc les émetteurs de stablecoins doivent être des émetteurs de monnaie, ce qu'on appelle les IMEI. Et on a en particulier sur les stablecoins deux contraintes très fortes. L'interdiction de stablecoins algorithmiques pour éviter ce qui s'était passé avec Luna et l'UST. Et l'interdiction d'avoir une sous-collatéralisation. Donc il faut qu'il y ait au moins le montant qui est présent sur ces stablecoins. Donc ça, c'est un point... Un minimum de sécurité, effectivement. Complètement. Et donc ça, c'est le point qui est en Europe. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de laisser-faire. Gensler, par exemple, considère que les stablecoins sont des money market funds. Il y a aussi un procès pour le BUSD qui est considéré comme une security. Donc il y a un flou artistique au point même que certains États ont décidé d'avoir leurs propres règles. Le Texas ou le Nebraska ont sorti leurs propres règles inspirées un peu de MiCA. Donc voilà, on voit que c'est entre guillemets le Far West aux États-Unis, alors qu'en Europe c'est beaucoup plus clair. Bon, et là justement, les États-Unis, on va reparler tout de suite de la rivalité Chine-États-Unis. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'insérer aussi via le Bitcoin? Lilian, on parlait en début d'émission des performances. On faisait le point sur les 3 mois de l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Finalement, 2 demandes d'ETF Bitcoin Spot ont été déposées à Hong Kong récemment et elles pourraient peut-être être approuvées dès le mois de juin. Exactement, alors j'ai le nom des fonds sous les yeux, c'est le Harvest Fund et le China Southern Fund, qui sont en fait les 2 plus gros gestionnaires d'actifs chinois, qui ont déposé une demande pour un ETF Bitcoin Spot à Hong Kong. D'après alors ce qu'on a comme information du journal local, il y a d'autres acteurs, d'autres gestionnaires d'actifs qui vont se positionner dans les prochains jours pour aussi faire une demande. Et l'approbation, elle devrait arriver d'ici 2e trimestre de l'année 2024. Et là où, en janvier dernier, on se questionnait sur est-ce qu'on aura un ETF Bitcoin Spot approuvé aux États-Unis ou pas, à Hong Kong, il n'y a aucun doute, ce sera très probablement oui, pour la simple et bonne raison que c'est justement la Securities and Futures Commission, donc c'est l'équivalent de la SEC, de l'AMF à Hong Kong, qui a elle-même fait un appel du pied à tous les gestionnaires d'actifs chinois pour venir se positionner chez eux. Et justement, ça ouvre un sujet que je trouve très intéressant. On en avait parlé l'année dernière ensemble sur ce plateau, on en parle beaucoup sur Cryptost, c'est la manière avec laquelle Hong Kong se réouvre aux crypto et indirectement, bien entendu, la Chine. Puisqu'on le sait, Hong Kong, c'est un territoire indépendant, mais ça reste plus ou moins sous la gestion de la Chine. Et en fait, Hong Kong, il y a à peu près 1 an, a mis en place un nouveau cadre réglementaire pour l'industrie des cryptos, qui est plus ou moins inspiré de MiCA dans une certaine mesure, qui ressemble en tout cas plus à MiCA que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, mais avec des règles qui sont beaucoup plus souples. Et l'idée est évidemment d'attirer un maximum d'acteurs. D'ailleurs, à l'époque où la SEC menait sa bataille contre Coinbase, contre Binance, on s'en souvient, c'était mai dernier environ, le régulateur hongkongais appelait tous ces acteurs-là à venir s'installer chez eux parce que le cadre réglementaire était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus souple et au moins beaucoup plus clair. Et ce que je trouve assez intéressant par rapport à ça, c'est que derrière, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, la Chine était partout. Elle était dans tous les débats, elle était là à chaque fois qu'il y avait des nouvelles règles qui étaient mises en place. Et donc, en fait, pour la Chine, c'est simplement une manière d'étendre son territoire, de garder cette position qu'elle a depuis des années, une position complètement anti-crypto, avec une interdiction du minage, etc., mais de quand même s'ouvrir à cette industrie par le biais d'Hong Kong. Et pour certains, oui, c'est vrai que c'est une espèce de bataille entre les États-Unis et la Chine. C'est intéressant, Lilian, cette analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir deux types de rivalité, donc à la fois la Chine et les États-Unis, et on aurait pu voir aussi éventuellement une rivalité entre Hong Kong et la Chine. Et finalement, ce que vous nous dites, c'est que
la Chine, pour l'instant en tout cas publiquement, n'a pas une position favorable envers le Bitcoin et utiliserait entre guillemets Hong Kong pour se positionner quand même, sachant qu'effectivement les deux fonds d'investissement qui ont fait les demandes là pour ces ETF-là sont chinois. Et je rajouterais même que depuis février dernier, la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong a été ouverte et que parmi les principales plateformes d'échange de crypto hongkongaises, avant cette réouverture, on était à peu près 5% de clientèle chinoise. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Ça a attiré des investisseurs chinois. On se doute très bien que la Chine a approuvé ce qui se passe à Hong Kong. Leur ambition, c'est simplement de faire de Hong Kong un hub économique, un hub des cryptos, garder cette position qu'ils ont, mais ne pas manquer le train vis-à-vis des États-Unis en laissant se développer toute cette activité-là à Hong Kong. Alors après, on parle d'une opposition États-Unis-Chine. Pour l'instant, en termes d'actifs sous gestion, on est quand même très loin. On parle de 200 milliards de dollars pour ces deux gestionnaires d'actifs dont je vous ai parlé, contre, ne serait-ce que pour BlackRock, 9 000 milliards de dollars. Donc ça ne fait pas le poids. Mais en tout cas, ils essaient de mettre un pied dans le train. Cyril Sabag, est-ce que vous avez un peu le même regard sur cette situation-là, sur cette potentielle concurrence entre les deux continents ? Ce que je trouve très intéressant, c'est finalement le point de vue suivant les continents. On a aux États-Unis des acteurs qui poussent, mais le régulateur qui freine. Là, en Asie, on a un régulateur qui pousse, mais des acteurs timides. Et on a en Europe un régulateur qui est assez strict dans ses règles, et pour l'instant des acteurs qui n'arrivent pas à avoir le succès qu'on a pu avoir. Donc qu'on a pu avoir par exemple aux États-Unis. Donc je dirais que globalement c'est très positif pour l'écosystème. On peut imaginer que si Hong Kong, de tels ETF sont ouverts et en plus à une clientèle chinoise, ça peut apporter des flux aussi extrêmement importants. Et je rajouterai un élément, c'est que j'ai discuté avec des acteurs qui sont localisés à Hong Kong, et ils nous expliquent que, alors ils n'ont pas forcément le droit de communiquer dessus, puisque justement la position de la Chine est encore un peu délicate vis-à-vis des cryptos, mais on sait que les mineurs qui sont plus ou moins localisés en Chine, même s'ils n'ont pas forcément le droit, ou à Hong Kong, ou dans les régions aux alentours, poussent énormément pour le développement d'entreprises et d'activités sur Bitcoin. Ils financent énormément, là où en Europe et là où aux États-Unis, on ne voit pas ça. Là-bas, tous les mineurs de Bitcoin financent énormément le développement sur cet écosystème pour pouvoir justement se rémunérer derrière grâce aux frais. Mais c'est intéressant de voir que même s'il n'y a pas de communication dessus, même s'ils sont obligés de rester un peu discrets vis-à-vis de la position de leur pays, derrière, ils investissent quand même énormément dans le développement de l'écosystème, et nous, on n'en est pas trop informés en Europe, et je trouvais ça assez intéressant. Cyril, ça va justement en parlant d'activités, de business, d'entreprises liées à celui du Bitcoin. Du coup, vous avez un ETF thématique action sur le Bitcoin, concentré sur les sociétés listées de l'écosystème crypto. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en citer deux aujourd'hui, nous expliquer un petit peu leur business model, leur activité ? Oui, alors très rapidement, effectivement, on investit dans des sociétés de minage, des sociétés de la technologie blockchain, des sociétés financières autour des cryptos, un Coinbase typiquement, ou des sociétés qui ont des cryptos dans leur bilan. Un MicroStrategy par exemple. Donc oui, ce que disait, alors peut-être juste une petite réponse à Lilian sur la partie mining. Il faut savoir qu'avec le halving, les mineurs ont un business model qui est un peu compliqué. Donc il y a une volonté aussi de se diversifier, et l'investissement sur ces gestionnaires d'actifs est aussi un moyen pour eux de se diversifier. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc pour revenir rapidement sur l'ETF, je peux parler de deux valeurs. Une valeur qui s'appelle Galaxy Digital, qui est très connue, service financier crypto, un mastodonte qui pèse 3,5 milliards de dollars, qui a une palette de services, du trading, du service de conseil aux entreprises, un gestionnaire d'actifs qui pèse aujourd'hui près de 10 milliards d'actifs sous gestion. D'ailleurs, ils ont un ETF spot aux États-Unis en collaboration avec Invesco. Donc c'est une valeur qui a très très bien rebondi depuis le Q4 2023 et qui a connu donc un très bon premier trimestre 2024 où ils renouent avec des bénéfices alors qu'ils étaient en perte. Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant de préciser dans votre ETF, c'est qu'on peut s'exposer aux cryptos, mais sans avoir les risques, on va dire, systémiques, notamment sans avoir les risques de hack. Donc, c'est aussi une autre manière de s'exposer à cet écosystème. Lilian, il nous reste moins d'une minute, mais très rapidement, il y a la plateforme d'échange BitGet qui a des soucis avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui lance un avertissement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui seraient clients de cette plateforme ? Quelles infos on peut leur donner ? Comment est-ce qu'ils pourraient réagir à ça ?
Alors, il y a de toute manière pas grand-chose à dire. C'est un avertissement qui a été lancé par l'AMF. On est au courant que BitGet, qui est une plateforme d'échange de crypto, est sur la liste noire de l'AMF, qu'ils ne sont pas enregistrés en tant que prestataires de services sur actifs numériques, en tant que PSAN. Donc, ils n'ont pas l'autorisation de faire la publicité en France. En revanche, les utilisateurs français ont tout à fait le droit de l'utiliser, même s'ils ne jouent pas le jeu de la régulation. Les utilisateurs français ont le droit. En revanche, ils n'ont pas le droit de faire leur publicité en France. Les rumeurs, c'était que l'AMF pouvait bloquer les fonds des utilisateurs. Non, ça n'arrivera pas, bien entendu. En revanche, ce que mettait en avant l'AMF, c'est oui, il y a un risque du fait qu'elle n'est pas régulée en France, que ça ne soit pas une plateforme assez sécurisée. Donc, on appelle à la vigilance des utilisateurs. Il y a suffisamment de plateformes d'échange de crypto aujourd'hui qui permettent d'investir de manière sécurisée tout en étant régulée. Voilà, donc éviter les plateformes qui sont sur la liste noire de l'AMF et qui ne sont pas PSAN, bien entendu, tout simplement. Effectivement, ça je rappelle. Merci beaucoup Lilian Léa d'avoir été avec nous, journaliste chez Cryptos. Cyril Sabag, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Rendez-vous demain à 15h. En parlant de plateforme, on sera notamment avec le patron de Crypto.com. Salut, bonne journée, à demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.